Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, le podcast qui s'est reconverti. J'ai trouvé une nouvelle tagline pour le podcast, maintenant j'appelle ça Conversation d'entrepreneur. Il faut savoir que mon ancienne tagline était vraiment du type optimiser vos conversions, donc ça commence à dater puisque c'était un positionnement que j'avais quand j'ai commencé le podcast en 2016. Donc on est maintenant sur un podcast qui s'assume comme étant un podcast où je vais discuter avec des gens intéressants et aujourd'hui j'ai quelqu'un d'extrêmement intéressant. Puisqu'aujourd'hui j'ai invité dans le podcast Antoine Pétavin, le fondateur du site jerécupèremonex.com. Il a aussi un site qui s'appelle antoinepétavin.com où il donne des conseils de marketing. Antoine Pétavin, c'est quelqu'un qui a un peu tourné sur le web. C'est quelqu'un qui a importé le speed dating en France au début des années 2000. C'est quelqu'un qui a eu l'expérience de faire 15 000 € sur son premier mois en vendant un e-book sur la séduction d'ailleurs, un sujet que je connais assez bien. Aujourd'hui, son site jerécupèremonex.com génère des millions d'euros par an. Et pourtant, il explique dans ce podcast que ça lui a pris 10 ans de vraiment comprendre son prospect. Et donc, dans cet épisode, on va faire un petit peu le best-of d'une carrière de 18 ans sur le web. On parlera de ce que ça fait d'être premier sur votre marché et que faire si vous arrivez un peu en retard, que vous n'avez pas la chance d'être premier. On parlera de comment apprendre à mieux se concentrer, a permis à Antoine de doubler son chiffre d'affaires et de le doubler pas qu'une seule fois parce qu'il vous expliquera la progression qu'il a eue sur la vie de son site. C'est assez impressionnant. Je partage aussi des anecdotes qui font suite à la conversation que j'avais eue avec Alexandre Bortolotti dans l'épisode précédent et j'explique comment j'ai recruté mon premier employé à plein temps et les conseils d'Antoine qui a quand même vachement plus d'expérience que moi pour déléguer plus efficacement. Il y a aussi une part du podcast, il y a aussi un autre segment dans ma longue série de moments où j'utilise mon podcast pour parler de podcast et où je pars dans une analyse en profondeur du marché du podcast américain actuel et de comment vous positionner pour gagner gros quand la vague va arriver en France d'ici quelques années. Et finalement, on a une question qui tue, qui nous vient d'Antoine lui-même, qui est de se demander pour chaque tâche, est-ce que cette tâche va m'aider à me payer une Ferrari ? Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Antoine Pétavin. Salut Antoine et bienvenue sur le podcast. Salut Stan, merci de m'avoir reçu. Antoine, on se connaît depuis un petit moment parce qu'on a tous les deux tourné dans le domaine de la séduction. Je pense que c'est intéressant. Et tu m'avais d'ailleurs, je le refais parce qu'on a fait l'intro tout à l'heure, et tu m'avais d'ailleurs donné avec Morgane Février ma toute première opportunité de parler sur scène. C'était au WED et je me souviens, j'étais extrêmement stressé. Moi, j'ai un truc où je deviens extrêmement stressé avant de faire le truc. Après, une fois que je suis arrivé sur scène, ça va, tu vois, je suis dans mon truc. Et je me souviens, il y avait Nicolas Penn qui était là, qui fait pas mal de trucs d'hypnose. Et il y a Nicolas Penn qui vient me voir et qui me fait putain, Stan, t'es vraiment super stressé et tout. Est-ce que tu veux que je te fasse une hypnose pour te détendre? Je me suis dit, non, peut-être pas. Je sais pas à quoi je vais ressembler. Monter sur scène complètement hypnotisé et tout. Donc j'ai été sans et je suis monté. Ouais, mais c'était un grand souvenir. Écoute, je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'était pourtant il y a 2-3 ans. Tu es arrivé sur scène. Les gens ont dit, c'est qui ce petit jeune qui a pas l'air très sûr de lui? Tu as sorti une présentation qui était ultra construite, carrée, précise, au mot près, qui était impeccable. Il y avait rien qui dépassait. Tout était ultra pertinent avec des analyses de AX plus B sur la séduction, sur le comportement de l'homme, de la femme, etc. Et les gens étaient bouche bée. Ils avaient les yeux, ils te regardaient avec les yeux grands ouverts, la bouche ouverte, genre c'est qui cet ovni qui est en train de nous parler? Et c'était la première fois où je t'ai rencontré. Et pour donner aux gens le contexte du truc, c'est vrai que c'était avant que je fasse YouTube. J'avais même pas l'habitude de parler devant une caméra à cette époque. C'était vraiment tôt. Et voilà, donc c'était pour donner un petit peu le contexte. Ce qui serait intéressant par rapport à ça, ça serait de faire un tour rapide. Alors en fait, j'ai été voir ta page à propos et je me suis dit, tiens, c'est cool, tu vois, quand tu as un nouvel invité qui arrive sur le podcast, de faire un petit tour dans sa biographie. Le problème, c'est que j'ai regardé ta biographie et je me suis dit, si on a fait le tour, l'épisode, il va durer 8 heures, quoi. Mais parce que je pourrais être ton père, je suis bien plus vieux que toi aussi. Et du coup, j'en ai fait un paquet. On m'appelle souvent le dinosaure du web. C'est pas très flatteur, mais j'ai démarré en 2000. Avec un site qui s'appelait colocation.fr, le tout premier site qui a bien fonctionné derrière. Et puis s'en est suivi. On a une partie de notre parcours en commun, je pense aussi. T'as fait dans la séduction, moi également. Tu fais dans le marketing, moi également. Je pense qu'on a une partie de notre cerveau qui pense pareil. Donc en fait, j'ai trois projets
de l'époque 1, tu vois, de la préhistoire d'Antoine Pétavin qui m'intéresse, et je voudrais que tu choisisses celui qui t'intéresse le plus de parler. Donc ces 3 projets, c'est le site de colocataire, le speed dating et puis soirée.fr. Lequel est-ce que tu as le plus envie de parler? Les 3 sont... les 3, écoute, je vais te parler des 3, mais un petit peu. En quoi ça a été relié, et en quoi, à un moment donné, tu as l'impression, vu loin, que ça n'a aucun sens. En fait, tout progresse dans le même sens. Un de mes amis me dit, il n'y a aucun site qui existe pour se trouver des colocataires en 2000. Et je me dis, c'est juste impossible, c'est obligatoire que ça existe. J'y connaissais rien en programmation, je crée un début de site, etc. Le site se fait racheter au bout de quelques mois seulement, à l'époque de la bulle Internet en plus, où les prix étaient assez élevés. Et fier comme tout, je me retrouve associé dans mon propre site qui avait du coup pris une valeur de fou avec des rachats de parts, etc. Et je réalise que tous les jeunes que j'ai en face de moi, qui ont principalement entre 20 et 25 ans, à Paris, ont des besoins. Comme typiquement, ils sont souvent célibataires. Quand tu es colocataire, tu es souvent célibataire. Et j'en organise de là des soirées pour célibataires, du speed dating pour les caser. Je récupère la même clientèle pile pour leur bourrer la gueule et les faire s'embrasser. Et ma passion pour le web est venue de là. Ça s'est passé pour moi, je sais qu'il y a des gens qui vont galérer toute leur vie. Pour moi, ça s'est passé, en tout cas au tout début, ça s'est passé très facilement. Et j'avais l'impression que tout était possible dessus, que tu pouvais créer n'importe quel site, faire des millions dessus, etc. La suite m'a prouvé le contraire. C'était pas si simple. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que ça t'a prouvé le contraire? À quel moment est-ce que tu t'es dit en fait, j'ai peut-être fait un bon coup au début, mais les choses se compliquent? Mais en fait, le truc qui est bizarre psychologiquement, c'est que quand tu as un succès, le cerveau humain est étrangement fait par rapport à ça. Quand tu as un succès, tu te dis, c'est parce que je suis génial, c'est parce que je suis trop malin. Tout le monde, quand tu vas dans la rue à Paris et que tu croises 300 000 personnes le matin dans le métro, tout le monde se pense hyper malin, ultra intelligent, etc. Et moi le premier, tu vois. Et quand j'ai eu ces succès, je me suis dit, je suis juste trop malin. Ça s'enchaîne, je lance des soirées speed dating. J'écris un livre pour les célibataires, je découvre qu'il y a des communautés de pick-up artistes, et c'est peut-être aussi ce qui t'a inspiré à l'époque. Des pick-up artistes, c'est les experts en séduction. Ouais, ils m'ont inspiré dans l'autre sens, je pense, mais je te laisse terminer. Ah, bah tu me diras. Je te laisse terminer. Je vois ces pick-up artistes et je me dis, il y a un truc à faire. Je récupère certains de leurs conseils, j'en écris un e-book, et je compile tout ça dans un livre que j'imprime et que j'envoie à 20 maisons d'édition. On était à peu près en 2005. Et les 10 d'entre elles m'ont répondu, désolé monsieur Pétavin, votre style est trop léger. J'avais clairement un style très léger. Certaines d'entre elles m'ont répondu... Ça veut dire quoi, trop léger? C'était trop vulgaire? J'écris comme je parle. Et encore aujourd'hui au passage, hein, j'écris mes newsletters et mes sites exactement comme je parle. Je fais pas exactement de différence. Et une autre partie des gens, des maisons d'édition qui m'ont répondu, m'ont dit désolé, mais ça parle de séduction et de drague, et dans notre société d'édition, on ne veut absolument pas de ça. On veut pas, ce serait la honte pour nous qu'on parle de ça, et donc on va vous refuser. Donc 10 d'entre elles me refusent, et les autres 10 me répondent même pas, ils n'avaient rien à faire. Est-ce que ça a changé depuis cette politique des maisons d'édition? Parce qu'il y a quand même pas mal de sites qui parlent de ça. Est-ce qu'ils ont commencé à publier ce genre de bouquins maintenant? Ben, complètement. Alors, avec 10 ans de retard ou 20 ans de retard, mais ça a complètement changé. Aujourd'hui, ils réalisent qu'en effet, ils devraient passer dans le numérique, etc., qu'ils devraient publier des guides pratiques, mais ils s'en sont rendus compte en 2012, 2015, alors que la mode était déjà à fond sur Internet depuis 10 ans, 15 ans. Et donc, j'envoie ces livres à toutes ces maisons d'édition. Je me revois triste en train de me dire, mais c'est fou, ça, j'ai eu un gros succès sur les colocataires, j'ai eu un gros succès sur le speed dating. Là, je me voyais aussi marcher. Et dans mon élan, en me disant, je suis quand même le mec le plus malin de l'univers, parce que j'avais un gros ego à l'époque, je me dis, c'est pas grave, je vais mettre ça en ligne. Je me dis, ça me paiera au moins, j'aurais récupéré 100 €, ça me paiera un restaurant luxe avec ma copine pour notre anniversaire. Et le livre se vend à 1000 exemplaires le premier mois, à 15 € le livre, soit 15 000 €. J'étais à découvert de folie. Je passe tout d'un coup en ultra gain. Enfin, j'étais à moins 3000, j'étais un petit jeune à l'époque. Hein. J'étais à moins 3000 sur mon compte bancaire, il me restait quelques euros. T'avais quoi, du coup, quand tu dis petit jeune, t'avais 25? Je vais avoir entre 24, 25, 26. Je rentrais dans le monde du travail, je m'étais acheté une télé. À l'époque, c'était la mode, t'achetais une grosse télé parce que tu trouvais ça classe, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a une télé. Et j'avais juste plus d'argent. Et tout d'un coup,
il y a mon banquier qui m'appelait tous les jours pour me dire que j'avais un gros découvert et qu'il fallait que ça change. Et tout d'un coup, il voit les 15 000 euros arriver. Il m'appelle, il me dit, Monsieur Pétavin, on va le placer, cet argent. Et donc, fier de mes succès, je récupère un poste chez Albin Michel en directeur de collection là-bas, que j'ai toujours d'ailleurs. C'est un titre honorifique, c'est juste pour draguer en boîte de nuit. Hein. Et donc, premier acte, tu as publié ton propre livre ou c'est passé comment ? Du coup, le livre a quand même rapporté 1 million d'euros, ce premier e-book. Je pense que c'est encore... À 15 euros, à 15 euros pièce, ouais. C'est ça ? Il a rapporté quelque chose comme, allez, je vais arrondir, quelque chose comme 900 000 euros en ligne. Et chez Albin Michel, que j'adore au passage, il m'a rapporté 45 000 euros. Donc ça a rapporté à peu près 20 ou 30 fois plus en ligne qu'en papier. C'est dû à quoi ? C'est dû au fait qu'en papier, tu récupères un 10% Et c'est seulement. ça, j'avais un très très beau contrat à 6%. Donc en gros, quand je vendais 15 euros mon e-book, quand j'étais jeune, je récupérais 15 euros en ligne. Et quand je le vendais chez Albin Michel, je récupérais seulement 1 euro dessus. Et 1 euro, imposé et tout, donc à la fin il te reste 60 centimes, 70 centimes. Et donc pour faire des chiffres équivalents, c'est quasiment impossible. Et donc je prends ce job-là et je leur dis les amis, regardez, voici les chiffres que j'ai fait, regardez ça, vous devez vous lancer dans le numérique. On est en 2004-2005, lancez-vous dans le numérique. Et ils m'ont dit, les livres papier ne se démoderont jamais, Monsieur Pétavin, l'internet sera éphémère. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, parce qu'il me semble que les livres papier continuent à bien marcher en France. Ce que j'ai entendu dire récemment, alors je ne sais pas si c'est valide sur tous les éditeurs, mais c'est que environ 90%, il me semble qu'ils m'ont dit, les ventes e-book, c'est que 10%. Ouais. Par contre, l'internet est éphémère. Fallait y aller quand même. Tu sais, il y a un truc, c'est la liste de tous les gens qui ont le plus tort de l'histoire. C'est le exact. mec le président de IBM qui dit il y a le marché dans le monde que pour 5 ordinateurs, parce qu'à l'époque, ils faisaient des espèces de super ordinateurs qui étaient vendus essentiellement aux militaires ou peut-être aux plus grandes entreprises du monde, etc. Et ça rentrerait un peu dedans. Tu as parlé du bouquin, ça, il faut qu'on plonge dedans parce que tu as parlé de ce bouquin qui s'appelle « Casé en une semaine », qui a vendu 1000 exemplaires au premier mois. Alors, des gens qui vendent 1000 exemplaires de leurs produits d'information dans le premier mois, ça n'existe pas. Donc, explique-nous un peu comment tu as fait, toi, à l'époque, et c'était quoi ton canal de promotion et comment tu as mis autant de monde sur ton offre. Alors, toi, Stan, qui est jeune, tu ne dois même pas t'en rappeler. Et en 2004-2005, le concept du spam n'existe même pas encore. Donc, en gros, ça veut dire que quand on envoie un email à quelqu'un, cette personne le reçoit. Aujourd'hui, tu te dis, c'est pas possible, Pétavin est trop vieux, il invente. Je te promets qu'en 2004-2005, t'envoyais un email, l'email il est arrivé et point, quoi. Et donc, ce qui se passait à l'époque, c'est que tu t'échangeais sur des clés USB en soirée où tu rachetais pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, tu rachetais des grosses bases de données d'email, t'envoyais ça, les gens avaient jamais vu un infoproduit de leur vie. La page était un peu à l'américaine, elle était bien foutue et c'est parti. Et j'ai tout bêtement envoyé 100 000 emails à l'époque en quelques minutes à des gens qui n'avaient absolument pas demandé un opt-in ni quoi que ce soit, qui ont reçu ça et j'en ai vendu 1000 dans la foulée. C'est fou. Et du coup, tu as pu maintenir ce volume après, tu trouvais des nouvelles listes, rachat de tu as trouvé d'autres sources. Et puis, partenariat avec des sites web, il y avait Friend Touch Séduction, je ne sais pas si le site existe toujours ou pas, mais qui était un bon vendeur dessus. Il me semble que ouais. Et ça, tu te souviens à peu près à quel moment est-ce que ça n'a plus été possible ? En fait, c'est arrivé vite derrière les lois des gens anti-spam. Tu pouvais plus, ce qui me paraît même normal aujourd'hui. Tu pouvais pas envoyer décemment à n'importe qui des emails et qu'ils les reçoivent. Donc les boîtes anti-spam sont arrivées un peu plus tard. Et puis après ça, j'ai aussi eu la chance de démarrer seul. Sur colocation.fr, j'ai eu la chance de démarrer seul à un moment donné où il n'y avait rien qui existait. Les conseils en séduction, j'étais le seul. Et je me pensais très très bon. En fait, je ne sais pas si j'étais bon, mais je faisais à peu près le boulot et j'étais le seul sur le marché. Et c'est si jamais tu as un mec qui te vend une bouteille d'eau dans le désert, tu cherches pas trop à savoir qui c'est, tu achètes la bouteille d'eau, tu vois. De toute façon, c'est la seule chance que tu as de boire de l'eau. Et j'étais le seul à proposer ces services-là, du coup, ça s'est bien vendu. Après, la concurrence est arrivée, c'était un peu différent. Et tu penses que c'est toujours possible aujourd'hui d'être seul sur son marché ? Alors aujourd'hui, il se passe quelque chose de différent. Je pense que tu peux
vendre exactement la même chose que tout le monde, et les marchés sont si gros que tu peux très bien aujourd'hui devenir expert en ustensiles de cuisine, en conseils de sport, en kitesurf, en ce que tu veux, en mec qui fait des pompes, parce il y a tellement tout le monde sur Internet que les gens, les grosses stars n'arrivent pas à choper tout ce marché. Et je pense qu'aujourd'hui, contrairement à 2005 où il fallait, t'avais que quelques personnes, il y avait l'élite qui était sur le web, hein, je dis ça, enfin, il y avait pas mal de gens dessus, mais c'était assez rare, t'avais surtout des ordinateurs au travail ou dans la fac. Aujourd'hui, tout le monde a son smartphone et même les enfants de 8 ans. Et du coup, ça veut dire que t'as un marché qui est juste gigantesque. Et aujourd'hui, il faut pas avoir peur de se lancer et de vendre exactement la même chose que tout le monde, réellement. Tu peux vendre la même chose et tu peux cartonner, tu peux faire fortune dessus, tu peux arrêter de bosser à vie et avoir un business qui est très juteux en vendant la même chose que n'importe qui d'autre. Mais du coup, tu vends la même chose, mais comment est-ce que tu vas choper du trafic? Comment est-ce que tu vas te différencier si c'est exactement la même chose? Tu peux. Je te donne un exemple. J'ai un ami qui cartonne sur Instagram en faisant juste des pompes. C'est son truc, c'est faire des pompes. Il cartonne dessus, il met un petit lien dans Instagram et ça part. Là où d'autres personnes qui vont faire du sport seront plutôt sur Facebook, sur certaines cibles, sur certaines audiences, là où d'autres seront plutôt sur de la référencement naturel, là où d'autres sont plutôt sur AdWords, là où d'autres seront plutôt sur du marketing traditionnel en papier dans les salles de sport. Aujourd'hui, les possibilités, les réseaux et les angles d'accroche sont tellement vastes que tu peux te lancer à l'endroit où tu es fort en fait. Cherche un peu toi là où tu es fort. Est-ce que ton truc à toi c'est plutôt Instagram, c'est plutôt Facebook, c'est plutôt n'importe quoi d'autre, et lance-toi dessus et fais ton truc, tu vois. Moi, je le vois pas mal aussi. Tu me diras si tu es d'accord. Comme aussi une matière de spécialisation, quoi. De comprendre un petit peu toutes les nuances qui existent sur un domaine. Donc, par exemple, moi, dans le marketing, Clairement. au départ, c'était vraiment l'optimisation des conversions. C'était vraiment l'idée de se dire, OK, il y a pas les sites en parlent, mais tu vois, il y a 2-3 articles sur les A/B tests, etc. Personne ne va à fond dans le sujet, personne n'en parle à fond. Donc, je me suis intéressé à ça. Et en fait, c'est à peu près toujours ce que je fais aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, je le présente de manière différente, plus sur l'angle psychologie, tu vois. Mais parmi tous les gens qui parlent de psychologie, en fait, j'étais le premier à vraiment en faire une espèce de pierre d'angle et une espèce d'élément central à la proposition de valeur. Et du coup, je me suis spécialisé là-dedans. J'ai vraiment été à fond. J'ai lu tous les bouquins que tu pouvais vouloir lire, etc. J'avais pas mal d'exemples. Et voilà, tu as une espèce de niche que tu te creuses même au sein d'un marché existant. Et en un sens, tu peux être conceptuellement, tu vois, je suis pas du tout le premier marketeur. D'ailleurs, je suis arrivé assez tard par rapport à tous les gens qui sont connus aujourd'hui. Mais tu peux te creuser un petit peu ta niche différenciée. Et je pense un peu à ça aussi en termes de plateforme. Tu vois, si tu peux vraiment, vraiment dominer YouTube et vraiment comprendre comment YouTube marche et comment est-ce que tu crées des vidéos, etc., tu peux vraiment créer ton trou. Et j'imagine que Instagram, c'est pareil, même si c'est pas une plateforme que personnellement je connais aussi bien. Ouais, tu vois, t'as raison. Tu es prof de sport, je dis ça parce que j'en ai vu un autre en début d'après-midi qui m'a parlé de ça. T'es prof de sport, tu kiffes, toi ton truc c'est pas tout le corps mais c'est juste tes pompes, ou toi ton truc c'est juste la perte de poids, ou toi ton truc c'est juste les femmes de plus de 50 ans, ou toi ton truc c'est une technique de combat martial qui fait maigrir, etc. Enfin, c'est tellement large. Et il y a quelque chose d'autre aussi dans cette histoire, c'est qu'on a tous cette impression que, et moi le premier, que je devais devenir le futur Zuckerberg, que je devais trouver une idée qui était sensationnelle, qui était géniale, qui était différenciante, et que si je la trouvais pas, j'arriverais jamais à percer. Et quand je lançais quelque chose et que ça marchait pas, je me trouvais toujours la bonne excuse de ouais, mais il y a d'autres gens qui sont meilleurs que moi, qui font la même chose, et j'arrive pas à me différencier. Là où en vrai, les autres sont pas une excuse. Tu peux avoir quelqu'un qui vend la même chose que toi. Amazon, c'en est la preuve. J'ai voulu m'acheter un nouveau micro tout à l'heure sur Amazon. Enfin, pour le même micro, il y a à peu près 40 personnes qui le vendent. Et vu le nombre de commentaires qu'il y a sous chaque vendeur, je pense qu'ils s'en sortent tous très bien. On parle bien du même micro, des mêmes spécificités techniques, le même emballage, c'est le même boîte, vendu par 30 vendeurs différents qui arrivent tous à le vendre. Donc, où que tu sois, et je pense qu'à un moment donné, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, arrête de trouver des excuses de ça vend pas parce que je suis pas assez différenciant, de ça vend pas parce que je suis trop comme tout le monde ou les autres font ça mieux que moi. C'est pas une excuse. C'est peut-être juste que ta page de vente, elle est pourrie, quoi. C'est peut-être juste que ton angle, il donne pas envie de le lire, en fait, tout bêtement. Et c'est pas la faute des autres, tu vois. En ce moment, j'ai un copain qui m'a appelé ce matin, il me dit, je vends plus rien, c'est la faute du match de foot. Je dis, mec, le match de foot, c'est que le soir de 20h à 21h30, ça peut pas être ça, hein.
À mon avis, c'est plutôt ta page de vente. Aujourd'hui, il faut tout arrêter et se lancer, en fait. Il faut arrêter de réfléchir et se lancer, sans chercher l'idée géniale. Donc, en parlant d'idées géniales, tu dirais que c'est quoi le plus gros succès de ta carrière à ce stade? C'est je récupère mon ex. C'est clairement je récupère mon ex qui emporte tout. Ouais. Ça a été une longue histoire et ça a duré 10 ans. On est dans la 10e année aujourd'hui. Et ça a été aussi pour moi, je pense, une très grande leçon d'entrepreneuriat et de marketing et de tout, quoi. Ouais. Une très, très grande leçon. Donc, qu'est-ce que tu as appris sur l'entrepreneuriat avec Je récupère mon ex que tu n'avais pas appris lors de tes projets précédents dont on a parlé tout à l'heure? Je vais te résumer ça de manière très courte. Il y a 10 ans de ça, quand je l'ai lancé, ce site, je gagnais... C'était un job à côté. J'étais salarié, j'étais ingénieur chez un opérateur français que je ne citerai pas. Si mon chef m'écoute, il s'en reconnaîtra. Et j'étais pas très bon employé au passage. J'ai lancé ce site en parallèle et j'étais fier le premier mois de gagner 1 000 € par mois. Dès le premier mois, il y avait un petit e-book dessus, etc. Et le machin qui est dingue, je te le dis comme je le vois aujourd'hui, ok? T'es prêt? Le machin qui est fou avec ça, c'est que j'ai quasiment le même trafic qu'à l'époque. Quasiment, honnêtement, à pas grand-chose près, peut-être un x2 à l'époque. Je me lançais, etc. Mais au bout de 6 mois, j'atteins mon trafic final. J'ai quasiment le même trafic qu'à l'époque. Et à l'époque, parce que ton trafic est énorme encore aujourd'hui. Le site fait, je sais pas, quelque chose comme entre 15 et 20 000 visiteurs par jour. Mais il le faisait déjà quasiment à l'époque. Le site faisait déjà quasiment ça au bout de 6 mois, 1 an, il les faisait. Sauf que, il y a 10 ans de ça, le site générait 30 000 € par an. 10 ans après, avec le même trafic, il en génère 2 millions. Et là, tu te dis, what the fuck? Quel est le truc, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que le machin passe de 30 000 à 2 millions entre les deux, avec le même trafic? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai mis 10 ans, et c'est trop de temps. Je pense que j'ai mis trop de temps par rapport à ce que ça aurait dû me prendre. J'aurais dû le découvrir bien avant, mais j'ai mis 10 ans à découvrir mes clients, à savoir qui ils étaient, ce qu'ils voulaient dans la vie, ce qu'ils kiffaient comme type de produit, à quoi est-ce qu'ils étaient prêts à signer ou pas, quel type d'offre était chouette ou pas. Après ça, alors, d'un point de vue marketing, d'une part, c'est ça qui a fait la plus grosse différence, et d'un point de vue des produits, d'autre part aussi, c'est qu'est-ce que les gens cherchent. Et chaque année, j'ai toujours été sûr, chaque année, de me dire, ça y est, cette année, ça fait 5 ans que le site existe, je connais mes clients par cœur. Et chaque fois, l'année d'après, j'ai découvert des nouvelles choses et j'ai pu progresser dedans. Ça doit paraître super, je sais pas si ça paraît vaniteux ou que je me la raconte. En vrai, c'est pas le cas. Hein. C'est juste que par un espèce de défaut d'ego, j'ai pensé être arrivé à un sommet chaque année, là où en vrai, si je travaillais un peu plus ce que j'avais, je pouvais en tirer encore plus, en tirer plus au sens positif. On n'est pas là, enfin, c'est pas d'escroquerie ou du truc pour choper de l'argent client. Je pense que j'ai des clients qui sont les plus heureux du monde. Il n'y a pas une page négative sur le site. Ils sont tous super contents. Sauf qu'il m'a fallu 10 ans pour trouver ce que les gens voulaient réellement. Quel type de produit. Au tout début, la première année, je pensais que c'était juste un e-book à 15 €, tu vois. Dans ma tête, c'était ça qu'il leur a fallu. La deuxième année, en suivant les conseils de Jean Rivière, il y a très longtemps, il y a 9 ans, je me suis dit, il leur faut des formations vidéo. Donc là, j'en ai essayé tout un paquet, jusqu'à trouver les 2 ou 3 formations qui marchaient le mieux dessus. La troisième année, je me suis dit, on doit faire du coaching téléphonique. La quatrième année, on a essayé du coaching par SMS. Après ça, on a essayé du coaching par email. On a essayé du coaching sur Facebook Messenger. Et ce qui est dingue, c'est que, je sais pas si c'est pareil pour toi, t'as pas toujours cette impression que ton business va s'arrêter, ou que dans peu de temps, il sera fini, ou que ça peut s'arrêter du jour au lendemain? Tous les jours. Moi, je me réveille, je me dis, c'est fini, ma chaîne YouTube a été fermée. Ma chaîne YouTube a été fermée. C'est bizarre, hein? Trop de... Ouais, chaque matin, je me réveille comme ça en me disant, non, c'est bon, c'est fini, tu vois. J'ai toujours un petit soulagement, d'ailleurs, quand je m'aperçois que tout marche le matin. Et j'ai toujours pensé ça aussi. Alors qu'en fait, si tu réfléchis bien à ton business, quoi que tu lances aujourd'hui, dans quoi que tu sois, probablement que dans les années à venir, tu seras toujours dedans, très probablement, et que tu en sauras encore plus dessus. Et que si tu te dis aujourd'hui, je suis arrêté un chiffre d'affaires et ça bouge pas, mon chiffre d'affaires a été bloqué pendant allez, sans faire le Marseillais, pendant 4-5 ans, on a été bloqué à 400 000 € par an. Ce qui est déjà, honnêtement, un super chiffre. Hein. Sauf que quand tu as des employés, que tu mets une énergie dingue pour que ça bouge, etc., c'est
ne pas faire d'augmentation de chiffre d'affaires, c'est juste déprimant. Tu te dis que c'est la fin de ta vie, que tu vas arrêter, que les gens sont lassés, etc. Et en fait, c'est juste que quand tu prends le temps pour écouter les clients, quand tu te renseignes, quand tu te documentes, quand tu écoutes ce qu'ils veulent vraiment, quand tu fais des tonnes de tests, tu vas avancer et ton chiffre d'affaires va augmenter de x2. Et je pense qu'aujourd'hui, tu sais, on voit souvent des pubs qui disent achète ma méthode pour faire x2 en chiffre d'affaires, etc. Et j'ai toujours pensé que c'était des arnaques ou des promesses fallacieuses. Et j'ai lu beaucoup de livres qui ont en effet été des promesses fallacieuses et c'était pas des très bons conseils dedans. Mais je l'annonce aujourd'hui, j'ai rien à vendre, hein, mais j'annonce aujourd'hui que oui, en effet, tu peux tout à fait prendre n'importe quel business et faire x2 dessus. Et pour qu'on t'arrête de faire x2, il faudrait un tremblement de terre, je pense. En vrai, n'importe quel business, n'importe quel nombre d'abonnés, tu peux toujours faire x2 dessus. Donc, moi, juste un petit élément par rapport à ça, un petit contexte pour les auditeurs. Marketing Mania a généré là, sur les 6 premiers mois de l'année, 2 fois plus que sur l'ensemble de l'année précédente. T'as vu, c'est fou. Hein. Voilà. Mais après, bon, c'est aussi, je pense que il y a aussi le facteur de la vague montante quand même de YouTube qui continue à porter et qui a vraiment que commencé à vraiment monter l'an dernier. Voilà. Donc, du coup, tu parles de ces 4 ans où tu as été coincé à un certain niveau. Qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? Tu t'arrêtais de tester? T'étais plus passionné par le truc? Non, j'ai fait une erreur qui est toute bête. C'est qu'on on estimait à l'époque, alors enfin je ne disais pas à l'époque, c'était il y a 4 ans, c'était en 2014. Dans l'ancien temps, on a estimé en 2014 qu'on était arrivé à un sommet qu'on pourrait pas vendre plus sur ce chiffre, qu'on est arrivé au maximum du chiffre d'affaires. Encore, aujourd'hui, on est d'accord, hein, on parle de marketing, j'annonce des chiffres, etc. Je sais que les Français détestent ça, moi j'en ai rien à foutre, hein. Je vous parle de chiffres et je vous dis ce que je pense. Si vous n'aimez pas les chiffres, passez à l'interview d'avant ou d'après, qui sont très très bonnes, j'imagine. Et le truc, c'est qu'on s'est dit, on est arrivé à un sommet de chiffre d'affaires, on a 400 000 euros. Si ça fait 3-4 ans que ça ne monte pas, si ça fait 2 ans que ça ne montait pas, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diversifier. Et là, tu arrives dans un immense piège. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu aussi. Tu sais, on a tendance à te proposer, quand ton site marche un peu bien, on a tendance à te proposer des idées, des nouveaux business, etc. Ouais. Et on m'en propose, même encore aujourd'hui, on m'en propose quelque chose comme à peu près un par demi-journée, tu vois. Et le truc, c'est que... Donc, c'est quoi? C'est les gens te disent, ah, ok, j'ai une super idée de produit, on va faire le truc ensemble, et moi, je vais faire tout le boulot. Je vais faire mon ex.com. Tu devrais faire un truc qui parle de divorce, tu devrais faire un truc qui parle de célibataire, tu devrais faire un truc qui parle de n'importe quoi d'autre, mais toujours des sujets un peu reliés, mais dans d'autres domaines. Et on s'est dit, c'est une excellente idée. Et là, plutôt que de rester focus sur un sujet, ce qui est globalement, si jamais tu veux plus d'argent dans ta vie, reste focus. Enfin, je sais pas si t'es pareil ou pas, mais focus. Pour toi qui as un podcast en plus, tu dois être tenté, je sais même pas comment tu résistes à ça, tu dois être tenté de défocuser en permanence sur d'autres sujets. Est-ce que t'es comme ça ou pas? Est-ce que t'es comme moi? Est-ce qu'on a le même cerveau? Moi, j'ai un truc. En gros, tous les emails arrivent par mon assistant et je lui ai donné une consigne, c'est si quelqu'un a une opportunité, tu lui dis non. Et en gros, souvent, il n'ose pas, en fait, parce que souvent, il ne sait pas trop. Et donc, il fait bonjour, machin, je transmets votre email à Stan, mais je vous préviens qu'actuellement, pour des raisons de temps, nous ne prenons rien, etc. Ouais. Tu vois, donc, en fait, les trucs arrivent à moi et ils ont déjà été pré-refusés. C'est vrai que je suis tenté, mais en fait, moi je me suis aperçu que les moments où j'étais le plus heureux, c'est les moments où j'étais vraiment à fond dans une formation. Moi, je fais des formations qui sont très longues, donc en fait, je peux être pendant 6-8 semaines à vraiment faire que ça et faire vraiment que la formation. Et du coup, je prends rien d'autre parce que je sais que sinon, ça va durer pendant très longtemps. Et vraiment, je m'épanouis dans avoir un projet et vraiment aller au fond du sujet. Et pourtant, je reste tenté. Il y a toujours des trucs qui me viennent. Mais après, voilà, je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect focus. Et c'est un peu comme ça que je l'ai résolu. Tu vois, les trucs, il y a une frappe préemptive de me dire non, c'est vrai, on avait dit qu'on prenait pas, on avait dit qu'on faisait pas. Il y a Johnny Dumas sur Entrepreneur on Fire il est quasiment aussi bon que toi, quasiment, qui dit que dans son podcast, il dit qu'on lui propose aussi beaucoup de projets et il dit quand on me propose un projet alors que je meurs d'envie de le faire, je dis non le premier jour. Je dors dessus. S'il m'en reparle, je dis non le deuxième jour. Et si jamais au bout de 6 fois où j'ai dit non, je change d'avis. Dans ce cas-là, éventuellement, je songe à le faire, mais il a pris que 2 ou 3 projets sur 2 ou 3 ans. C'est quasiment rien. Et il focus. Il fait son podcast, c'est un Américain. Il fait son podcast, il reste focus dessus et il bouge pas. Il faut savoir que lui, en plus, il fait un podcast tous les jours.
C'est un peu son grand concept. Donc là-dessus, il y a aussi, du coup, son aspect est intéressant. C'est un petit peu comme les gens te disent, tu vois, tu veux vite faire des achats impulsifs. En fait, ce que tu fais, c'est que tu vois un truc qui t'intéresse et tu vas te mettre un rappel pendant 30 jours. Et si dans 30 jours, tu as toujours envie de l'acheter, tu l'achètes. Tu vois. Et l'idée, c'est que si un truc, tu n'avais pas vraiment envie de le faire, au final, c'était juste un truc impulsif et c'était juste l'attrait de la nouveauté. Et je pense que les gens qui vont monter des business sont particulièrement susceptibles à ce truc-là. Tu vois, ton vieux truc que tu fais depuis 10 ans, au bout d'un moment, t'en as marre. Et donc, l'attrait de la nouveauté est énorme et tu vas te lancer dessus. Et donc, du coup, tu fais une pause de 30 jours et au bout de 30 jours, tout d'un coup, c'est plus aussi nouveau comme idée. Et tu peux le comparer peut-être de manière plus rationnelle avec ce que tu fais. C'est ce que j'ai fait là récemment parce que je me suis lancé sur un gros projet. Bon, je vais pas l'annoncer directement sur le podcast, mais les gens, j'en parlerai sur la chaîne d'ici quelques semaines. Et en fait, c'est un truc, tu vois, ça m'a donné très envie quand j'en ai entendu parler. Et puis après, j'ai passé 6 mois à faire autre chose. Et au bout de 6 mois, ça m'intéressait toujours, donc je suis parti dessus. Tu vois. Mais globalement, c'est un danger. Mais du coup, je veux voir avec toi. Donc, pour revenir sur ton histoire, c'était quoi ces trucs sur lesquels tu t'es dispersé et sur quoi ensuite est-ce que tu es revenu pour pouvoir repartir sur ta croissance? On est parti sur des tonnes de petits sites satellites sur les divorces, rencontres, etc. On a recruté des gens, parce que quand on fait quelque chose, il n'y a pas à moitié. On a recruté des gens qui n'allaient pas forcément sur le poste. Au bout de 3-4 mois, tu te rends compte que c'est pas la bonne personne, tu le remplaces derrière, tu changes, etc. Et on s'est réellement perdu dedans. Je récupère mon ex.com a avalé un de ses prestataires. On a fusionné avec une agence web. Et on a pris aussi une deuxième grande décision à ce moment-là. À un moment donné, on a coupé tous ces projets-là. On a pris une deuxième grande décision, c'est que la moitié de l'équipe qui bossait sur la partie prestation, on a arrêté du jour au lendemain toutes les prestations web. On faisait du référencement, création de site web, etc. Historiquement, ça ramenait un bon chiffre d'affaires, mais la grosse différence entre un infoproduit et une société de service, c'est qu'un infoproduit, c'est rentable à quasiment à 100% ou 80%, je sais pas trop ce que tu as comme frais de ClickFunnels, LearnyBox, etc. Là où de la prestation de service, tu es rentable globalement à 15%. Si jamais tu revends ta société qui était une agence web au chiffre d'affaires, les mecs vont souvent te racheter ta boîte sur maximum 1 an de chiffre d'affaires, et une société de service sera peut-être même seulement 3, 4, 5 ou 6 mois. Alors que si jamais tu vends une société logicielle ou informatique ou infoproduit, tu peux peut-être vendre 5, 10, 20 fois le chiffre d'affaires. Je pense à Au Féminin qui a été vendu à 20 fois son chiffre d'affaires. Et donc, on a coupé la prestation de service, on s'est concentré à 100%, on a mis toutes nos équipes sur Je récupère mon ex à fond. Étudier, lancer des speed tests. On a toujours 3, 4, 5 speed tests en parallèle. Et ce qui est chouette dans le fait de bosser sur Je récupère mon ex, quand on est sur des sociétés aussi grosses, au tout début, j'étais tout seul dessus au passage. Et là, j'arrivais sur une société qui avait 7 personnes dedans. C'est que tu as une capacité à recréer tes tunnels de vente, à créer des graphismes, des logos, des designs, des tests, des emails qui est de l'ordre de la journée. Et donc, tu peux tester et tu peux faire bouger très rapidement ton site en fonction des tests des 7 derniers jours. Et ce qui fait que tout d'un coup, tu découvres les gens beaucoup mieux. Et aussi le fait de mettre autant de cerveau sur un projet fait que tu as d'autant plus d'idées sur ce que les gens veulent. Je me souviens qu'on a eu un stagiaire qui nous a fait une super idée à la base, il y a quelques années de ça, et on n'y aurait jamais pensé. C'était faire une zone avec dedans des replays avec toutes les formations. L'idée paraît bête, mais on n'y aurait à l'époque jamais pensé. Il nous a parlé de ça, on l'a fait, ça a très bien marché derrière. Et c'est grâce à lui. Et il n'y aurait pas eu ce cerveau là-dedans, on n'y serait probablement pas arrivé. Du coup, ça me fait penser à un truc tangentiel, je vais voir ce que tu en penses. Moi aussi, un aspect que je vois, c'est qu'en fait, le temps que tu passes sur ton business, c'est pas juste le temps de travail que tu as. Tu vois, tu peux te dire, OK, je travaille 40 heures par semaine, je pourrais avoir 2 business sur lesquels je passe chacun 20 heures, c'est jouable. Tu vois. Mais il y a tout ce temps que moi j'appelle le temps de la douche. Tu vois. C'est à quoi est-ce que tu penses quand tu es dans la douche, quand tu es en train d'aller au sport, quand tu te balades, tu vas à droite à gauche, tu fais des trucs. Et en fait, en arrière-plan, ton cerveau tourne. Et le fait de se concentrer sur un truc et le fait d'avoir vraiment un objectif et d'avoir une stratégie qui est bien claire, ça permet à ton cerveau de vraiment baigner dans cette idée. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur mes formations, c'est-à-dire la raison pour laquelle je suis obligé de faire la formation et ne faire que ça, c'est parce que la formation, c'est tellement long en fait
que j'ai besoin de charger un peu tout dans la bande passante de mon cerveau. Et je peux pas le décharger parce que si je le décharge, je suis perdu et je me souviens plus où j'en suis et ce que j'essaie de raconter et ce que j'ai déjà dit et ce que j'ai pas encore dit, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai un vrai, à la fois un plaisir et j'en reçois pas mal de bénéfices à être immergé dans un projet et vraiment à ce que ton cerveau puisse le tourner en arrière-plan. Je pense qu'un des majeurs, un mythe majeur que je vois autour de moi, que je vois très souvent autour de moi, c'est de penser que tu peux mettre demi-temps dans ta semaine et cartonner dessus. En tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, c'est encore un peu différent. Si tu as des tâches répétitives, etc., ça passe. Mais en tant qu'entrepreneur, arriver à avoir la tête à deux endroits en même temps, c'est quasiment impossible. On sait très bien, toi et moi, et tous ceux qui t'écoutent, que pour réussir quelque chose, il faut que ton cerveau soit concentré au maximum. Tu parlais tout à l'heure de décharge mentale, etc. Tu as intérêt à ce que ton processeur soit toujours plein avec cette même idée. Parce que des fois, c'est même pas pendant tes 5, 7 ou 10 heures de travail par jour que tu vas le trouver. Ce sera en rentrant en voiture le soir ou en partant en week-end que tu vas dire putain, mais en fait, l'idée, c'est exactement celle-là. Ça veut dire qu'il faut que tu laisses, comme un athlète de haut niveau, il faut que tu laisses ton cerveau en permanence sur un seul sujet. J'ai un post-it, moi, sur mon bureau. C'est marqué « Focus sur ton prochain gros domino ». Le gros domino, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Stan. C'est Russell Brunson qui en a parlé il y a 1 an de ça. Il explique qu'on a tous un gros domino à pousser et que si jamais on arrive à le pousser, on va réussir à faire tomber d'autres dominos qui sont juste derrière. Et il dit par rapport à ça, quand je t'en parle, tu sais, toi, à peu près de quoi je te parle, et tous ceux qui nous écoutent doivent savoir à peu près de quoi je parle. Si tu fais cette chose, si tu avances dans cette chose-là, ça va en débloquer plein d'autres derrière. Et sa théorie du gros domino, c'est concentre-toi pour faire cette chose-là et ne faire rien d'autre à la place. Et du coup, j'en suis venu à pas mal me questionner sur mes journées et sur ma manière de travailler. Par exemple, j'avais tendance à me laisser déborder ou à me laisser égarer par des Facebook, par Instagram, etc., par mon téléphone qui sonne tout le temps. Et j'ai décidé de mettre en place des routines, comme par exemple, ma routine numéro 1, c'est je débranche mon téléphone tous les jours de 14h à 18h. Personne ne peut me joindre, je suis obligé d'avancer dessus et de travailler sur ce que je suis en train de faire. Et t'imagines pas comme ça a changé ma vie et comme ça me fait travailler rapidement quand tu as 4 heures qui sont dédiées uniquement à faire ta tâche. Tu n'as rien qui peut te déranger. Et il y a une notion qui est chouette, c'est la différence entre, dont tu as déjà dû parler, qui est la différence entre importance et urgent. Tu as toujours l'impression que tu es dérangé par des choses qui sont urgentes et qu'il faut traiter rapidement. Alors qu'au final, ce sont juste des choses qui sont importantes. Il faut les faire un jour, mais si elles ne sont pas faites dans la minute, ça va aller. Si ton téléphone sonne, par exemple, 3 fois dans l'après-midi, probablement que c'est important, mais c'est probablement pas urgent. Il n'y a probablement pas quelqu'un qui est en train de mourir derrière ou un copain qui est à l'agonie ou qui va sauter d'un pont. Et partant de là, ton téléphone, si tu l'oublies chez toi 1 jour par semaine ou 4 heures par jour comme moi, tout d'un coup, tu accèdes à un monde qui est génial, qui est celui de l'ultra-efficacité. J'ai installé aussi un bloqueur de feed dans Facebook pour pas voir tout ce qui était dedans, pour pas me laisser envahir. J'ai désactivé toutes les notifications de mon téléphone à 100%. Tu fais ça aussi ou pas ? Ouais, moi j'ai tout désactivé, ouais. Et mon téléphone est toujours en silencieux. En fait, c'est ça, il est en silencieux. Donc, il y a des notifications, mais ça sonne pas et je le regarde quand je le regarde. Ok. Ben, j'ai fait pareil, je l'ai mis en mode nuit. Il est tout le temps en mode nuit. Et ce qui est bizarre, c'est que ton cerveau n'a pas réellement envie de ça. Ton cerveau a toujours envie de le réactiver et de remettre les notifications et de savoir ce qui se passe et d'aller jeter un coup d'œil. Et c'est comme une drogue. Je sais pas si tu as lu ces études qui t'expliquent que Facebook, c'est un peu comme du crack, comme de la cocaïne. Tu as les mêmes effets dedans. Tu te nourris aux notifications, à ce qui bouge dessus, etc. Et arriver à s'en sortir, pour moi, ça a été un vrai combat. J'ai admiré, je sais plus quel marketeur qui a dit il y a quelques semaines de ça, qu'il avait laissé un seul icône, une seule application sur son iPhone. Il avait dégagé tout le reste. Je trouve ça merveilleux. Et c'est probablement... Il avait laissé quoi comme application ? Je sais plus, genre téléphone. Il en a laissé qu'une, mais c'est Instagram. Merde, le mec il passe 12 heures sur Instagram. 12 heures sur Instagram. Mais pour s'en sortir... C'est Candy Crush. Encore pire. Pour s'en sortir, c'est compliqué en fait.
se concentrer, être focus, et c'est ça qui fait que tu cartonnes derrière. J'ai des tonnes de clients qui me disent, voilà, Antoine, je veux lancer ou d'amis qui me disent, je veux lancer mon business, etc. Et je vois leurs après-midi, parce que des fois, ils passent au bureau, je vois leurs après-midi. Leur après-midi, ils ont peut-être 1 heure d'utile sur 4-5, ou peut-être une demi-heure, parce qu'ils ont été appelés par leurs potes qui leur racontent leur vie, parce qu'ils sont sur Facebook, parce qu'ils ont posté la photo sur Instagram de la chose qu'ils ont bouffé à midi, parce qu'ils ont des notifications dans tous les sens, parce qu'ils ont des appels de télé-prospection pour leur vendre des abonnements à des freebox ou j'en sais rien, et ils se font emmerder tout le temps. Et tout d'un coup, tu peux démultiplier ton temps comme si tu avais des palmes à la piscine, que tu allais plus vite. Tu coupes tout, tu vas 10 fois plus vite. Mais ça reste pour moi aujourd'hui, ça a été mon plus gros défi. Ça a été beaucoup plus compliqué que de quitter la cigarette, au passage, de faire ça. Ah bon? Ok. Et aujourd'hui, quand je fais une tâche, quand je réponds à quelque chose, je me pose toujours cette question. Je me dis toujours, est-ce que ça va me payer une Ferrari à terme? Et c'est marrant, on dirait une blague, mais quand tu fais quelque chose, quand tu réponds à un SMS, quand tu réponds à un email, quand tu réponds à ton téléphone, pose-toi toujours cette question. Est-ce que ça va me payer une Ferrari un jour ou pas? Je peux dire que quand tu te poses cette question, il y a 8 tâches sur 10 qui dégagent de toute ta vie. Tu as 8 projets sur 10 aussi qui dégagent. J'ai aussi appris à abandonner, à lâcher prise. Si je me lance sur un projet et que ce projet a demandé beaucoup d'énergie, tu sais, il y a tout ce qui est engagement derrière qui fait que tu as envie de rester dedans et que tu as envie de continuer à le faire. Aujourd'hui, j'apprends à lâcher prise. Si jamais ce projet, au bout de quelques semaines ou quelques mois, je sens que ça part mal, je sens que ça va pas dans le bon sens, je préfère abandonner, laisser tomber en me disant c'est pas grave, j'ai bossé pour rien plutôt que de perdre du temps dedans. C'est quoi aujourd'hui le gros domino par rapport à je récupère mon ex, ou si tu veux la grande stratégie, quoi, le truc essentiel? Aujourd'hui, le gros domino, c'est d'arriver à déléguer la plus grande partie possible sur Récupère mon ex. C'est arriver à ce que les équipes soient autonomes, sachent se gérer, qu'elles se pilotent et qu'elles arrivent à vivre au maximum sans moi, qu'elles soient force de proposition. Et ça m'a pris au tout début, quand j'ai créé mes équipes, je m'étais dit que ça me prendrait quelques mois. Au final, ça m'a pris quelques années pour arriver à ça. Et ils sont très compétents pourtant. C'est pas de leur faute et c'est pas de la mienne non plus, mais ça, c'est un long chemin. Trouver les bonnes personnes, trouver les bons associés, les bons prestataires, la bonne mentalité, le bon reporting, la bonne façon de mettre en place les choses. C'est super chiant ce que je vous dis, mais si vous êtes passé par là, vous devez savoir que quand vous avez le bon prestataire, quand vous avez la bonne personne qui vous accompagne derrière, il y a votre business qui est multiplié par X, par 2, par 3, par 10. Et de même que quand tu as un prestataire qui est merdique et que ça avance pas et que ça bouge pas, tu as ton business c'est la catastrophe, tu vois. Et pour tes employés, c'est pareil. On dit souvent que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Arrange-toi pour fréquenter les ultra bonnes personnes et pas perdre de temps avec des gens qui ne valent pas la peine. Mon autre objectif de cette année, ça a été aussi, dans l'un de mes gros dominos, ça a été de me dégager de toutes les personnes que j'ai estimées comme étant nocives ou pouvant ralentir ma progression perso et pro. C'est ultra discutable ce que je suis en train de dire, mais je vais essayer de trouver les bons mots pour que ça le soit un peu moins. Tu as toujours dans ta vie, je sais pas si tu as ça aussi, tu as toujours dans ta vie 2-3 potes qui te monopolisent tout ton temps, qui te bouffent tout ton temps, qui sont toujours pas bien, qui t'appellent tout le temps, etc. Et dans le business, c'est pareil. Tu as toujours 2-3 prestataires qui sont pas les meilleurs, qui te posent des problèmes, etc. Et ça a été ultra dur à faire, mais j'ai mis ces gens de côté pour me concentrer. Ils me bouffaient 80% de mon temps et je donnais 20% de mon temps aux autres. Et j'ai décidé de donner 80% de mon temps à tout ce qui en valait la peine. Lâcher le lest. J'ai une mission de vie pourtant qui est d'aider tous les gens au monde. Et jusqu'à un moment donné, tu sais, je sais pas si ça te dit quelque chose, on parle souvent de gens qui sont des radiateurs ou des gens qui sont des drains. Toi, si tu bouges, si tu avances, tu émets du chaud, tu es un radiateur. Les personnes qui viennent se coller à toi, qui viennent t'accrocher et qui te refroidissent, c'est les drains. Et c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui sont toujours les radiateurs, ceux qui chauffent et ceux qui avancent. Et c'est à peu près toujours les mêmes, ceux qui viennent s'accrocher, dont la vie va jamais, qui ont toujours des problèmes, et c'est toujours la catastrophe. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, ils ont toujours besoin de toi, ils t'appellent 1000 fois par jour. Et ben, faire un tri là-dedans permet de se concentrer sur sa famille, les gens qu'on aime, etc. Et donc, c'est difficile parce que d'un point de vue perso, comment tu fais ça? Tu dis aux gens, bah tiens, ok, c'est fini, ou alors est-ce que tu réponds moins souvent à leurs appels et donc ils commencent à comprendre comment ça fonctionne? Il s'est passé quelque chose de très étonnant. J'ai moins répondu à ces gens-là et j'ai plus répondu à ceux qui étaient positifs dans ma vie, qui me faisaient avancer. J'ai appelé
Et tu sais, des fois, je sais pas si t'as ça aussi, t'as tendance à devenir passif du coup. Ton tel est toujours éteint, t'as les notifications qui sont éteintes, et du coup, t'as tendance je sais pas si ça te le fait aussi, à te concentrer sur ton propre nombril et ton propre business, parce que tu bosses beaucoup, parce que t'es à fond dedans. Et ben, le fait de moins leur répondre fait qu'ils se sont accrochés à d'autres personnes derrière. D'autres personnes qui étaient radiateurs, qui sont partis refroidir. Et s'ils m'écoutent aujourd'hui, j'en passe un bon genre. Mais j'ai fait ça en douceur, j'ai essayé de faire ça en douceur. Mais au fond de moi, j'ai envie d'aimer les gens et de tous les aider, mais c'est vrai que si tu veux avancer, t'as quelque part intérêt à faire des choix. C'est dur de parler comme ça, j'ai l'impression de parler comme si les entrepreneurs, c'était des sportifs de haut niveau, des gens qui devaient faire des choix difficiles dans leur vie, etc. Mais au final, t'es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. L'équation, elle est aussi simple que ça. Si tu fréquentes les 5 bonnes et tu vas voir que dans ta vie, tout va changer. Tu fréquentes qui, toi, Stan? Je fréquente que des entrepreneurs, donc ça c'est déjà un bonus. Parce que, en fait, t'habites à l'étranger. Moi, je connais des gens surtout par ces réseaux-là et tout. Donc, je fréquente des entrepreneurs. Et puis les gens qui bossent dans la boîte et tout. Mais il y a vraiment qu'une personne qui bosse là maintenant à plein temps. Et il est très bien. Tu vois, il a la très bonne mentalité. En fait, j'ai trouvé la personne parfaite. C'est quelqu'un qui comprend ce que j'essaye de faire et qui est en fait 3 ans avant, tu vois. 3 ans avant, là où j'en suis aujourd'hui, 3-4 ans avant. Et voilà. En fait, je me suis dit, tiens, je vais recruter quelqu'un qui va réussir de toute manière et j'ai envie qu'il réussisse avec moi. Et du coup, c'est bien parce que ça injecte beaucoup d'idées. Enfin, par rapport à ce que tu disais, tu vois, moi, c'est aussi un des principaux trucs, c'est qu'en fait, une fois que j'ai délégué tout ce qui est le montage audio, tout ce qui est le montage vidéo, un petit peu ce genre de choses, en fait, il me reste énormément de tâches qui sont assez difficiles à déléguer, tu vois, qui sont pas mal liées, soit au support client, mais vraiment répondre aux questions des gens, pas juste, tu vois, j'ai perdu mon mot de passe et tout, mais répondre aux questions des gens, notamment quand je fais des lancements. Un truc qui m'a fait que j'ai dû engager quelqu'un à plein temps, c'est que j'ai fait un lancement en janvier, j'étais la seule personne à répondre aux emails, et j'ai passé 2 semaines où j'ai répondu aux emails 10 heures par jour, et je fais que ça. Oh mon Dieu. Parce que j'étais tout seul. Mais je me dis, tiens, c'est des emails de vente, tu vois, j'ai besoin de convertir les clients. Je peux pas demander à un gars à Madagascar à qui j'ai jamais parlé de répondre aux emails parce que du coup, on va perdre beaucoup d'argent si c'est mal fait, tu vois. Et du coup, voilà. Du coup, je passe du temps avec le mec que j'ai engagé pour bosser directement dans Marketing Mania. Et lui, j'essaie de le former un peu à la mentalité du truc et continuer à développer. Il m'apporte déjà beaucoup, tu vois, c'est intéressant. Tu trouves la bonne personne. Au bout de 3 mois, le gars, il t'apporte déjà énormément de choses, tu vois. Waouh. Rien qu'en termes d'idées et tout, de business, ouais. Et parce qu'il est aussi beaucoup en contact avec les clients par rapport à ce que je te dis, tu vois. Quand tu es en fait en première ligne de la personne qui reçoit les emails, c'est pour ça que pendant très longtemps, je répondais à tous mes emails et tous les commentaires YouTube. J'ai dû arrêter de le faire parce que il y en avait beaucoup trop, mais je voulais vraiment le faire parce que c'est là aussi où tu gardes le meilleur contact client. Et donc du coup, lui, il a aussi, tu vois. Et donc le fait d'avoir une personne avec qui tu es aussi proche et avec qui tu parles tous les jours et qui est vraiment à ce contact-là, ça rajoute beaucoup d'idées, de trucs, tu vois, de questions qui ont été, tiens, on pourrait faire un produit là-dessus, on pourrait faire un contenu. Ça rajoute pas mal de trucs. Tu sais que ça en principe, c'est un signe de souci de lâcher prise. J'ai été pareil sur mon SAV, j'étais dedans pendant les 5 premières années, j'étais tout le temps dedans, en train de jeter un coup d'œil, de vérifier que tout se passait bien, etc. Là où, si tu regardes bien, les grands, je pense à Russell Brunson, enfin, je l'imagine même pas le mec en train de, sur son ClickFunnels, je l'imagine pas en train de répondre au support client. Je pense qu'il est dans un mindset qui est au-delà, tu vois. Chaque fois qu'une tâche marche, délègue-la. Enfin, c'est le truc, hein, Ouais. Et c'est peut-être aussi des réminiscences de nos débuts tout seuls et du fait qu'on a galéré, etc. Tu vois, probablement qu'il faut changer complètement, en fait. Bah ouais, c'est aussi le fait que c'est ton bébé, quoi. Au départ, tu fais vraiment tout, tu gères tous les aspects. Et tout d'un coup, il y a des aspects que tu gères plus et voilà, tu as un peu cet aspect où tout d'un coup, il y a un truc que tu reconnais plus, tu vois. C'est plus toi, c'est plus ce que tu as fait, c'est différent. Et je pense que, après, c'est un vrai danger de forcer tout le monde à faire exactement comme toi, tu l'aurais fait parce que c'est décourageant, tu vois. Si t'as un mec derrière qui te micromanage et qui te gère tout, etc. Donc moi, en fait, ce que j'ai essayé de faire en matière de management, et vraiment, je suis juste débutant là-dessus parce que au départ, j'avais des freelances, etc., mais qui avaient des domaines d'action vraiment définis. En fait, lui, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai créé des nouveaux trucs pour lui. J'ai créé des nouveaux projets que j'avais envie de faire et que je savais que je pouvais pas faire tout seul. Et notamment, il y en a un que j'ai fait, c'est que pour les joueurs de ma formation, en fait, je voulais leur faire des masterminds. Je voulais avoir des masterminds où eux puissent se retrouver en mastermind en groupe de 6 et puissent avoir un appel hebdomadaire, etc. Le truc, c'est que pour pouvoir faire les groupes avec les gens,
il faut faire le sondage, il faut s'assurer que les gens puissent bien se trouver, soient au même niveau, il faut les matcher. Ensuite, si ça marche pas, il faut les rematcher, il faut être un peu en contact avec eux, faut qu'ils aient des feedbacks pour qu'on comprenne si le process marche, tu vois. C'est beaucoup de temps. Et moi, par rapport à tout ce que j'avais, déjà, de toute façon, quand je passe déjà 10 heures par jour à répondre aux emails, je me rajoute pas encore un truc en plus où il va falloir que je fasse de la gestion humaine, tu vois. Donc en fait, c'est la manière dont moi j'ai trouvé ce mec, parce que je chante beaucoup ses louanges, il s'appelle Paul. Et la manière dont je l'ai trouvé, c'est ça. En fait, j'étais en contact avec lui et je savais qu'il pouvait être intéressé pour faire un truc comme ça. Et je lui ai fait, écoute, moi j'ai un projet de mastermind, essaie de me faire une proposition de comment est-ce que je pourrais le gérer. Et si ça me plaît, je vais t'engager et tu vas monter le projet, quoi. Et du coup, c'est bien parce que le projet de mastermind, moi, j'avais pas forcément d'idées préconçues dessus, si tu veux. Je pouvais avoir juste un rôle de tiens, j'ai quelques idées ou j'ai quelques documents que je voudrais que tu regardes pour le préparer. Mais au final, le projet, c'est vraiment lui qui le possède et qui le drive. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser. Bon, après, il a fait plein de trucs que moi je faisais, tu vois, mais le fait de pouvoir lui avoir donné un projet et que lui puisse mettre un peu sa marque sur le truc, ça donnait la bonne dynamique, tu vois. Ça donnait la bonne dynamique où en gros, voilà, ce truc-là, c'est pas moi qui le contrôle. Et tout d'un coup, j'ai moins envie de micromanager, tu vois, les emails d'onboarding, etc. C'est lui qui les écrit dans son propre ton, signé avec son propre nom. Et c'est plus toujours Stan Leloup égale Marketing Mania, tu vois. Il y a une petite faille entre les deux, entre Marketing Mania et Stan Leloup qui s'est créée. Et tu peux mettre beaucoup de choses dans cette faille, tu vois. Psychologiquement, ça va pas mal aider. Il y a, de toute façon, je pense que de manière générale, on hésite toujours et on a toujours envie, et dis-moi si c'est vrai ou pas, mais d'économiser, de se dire j'ai bien mérité cet argent, je vais pas déléguer parce que ça va me coûter de l'argent, je vais le perdre alors que je peux le faire tout seul. Alors que la vraie manière de progresser et de grimper, c'est de toujours déléguer, toujours mettre quelqu'un dessus. Regarde, par exemple, tu t'y connais un peu en campagne Facebook. Est-ce que tu as intérêt toi-même à suivre tes campagnes Facebook, à en faire 1 ou 2 par jour? En vrai, non, tu as intérêt à déléguer. Et quand on parle de déléguer, on a l'impression que c'est cher, qu'il faut payer des CDI, etc. Mais en vrai, tu as tout autant de types et de prix de délégation qu'il existe sur Terre. Moi, j'ai une personne adorable qui s'occupe de mon SAV, qui coûte quelques centaines d'euros et qui s'occupe de dizaines ou de centaines de mails par jour. Ça reste pas cher. Après ça, tu vois, tu peux avoir une personne qui s'occupe de tes campagnes Facebook à mi-temps, à quart-temps, qui passe juste une heure dessus par mois, qui va te faire cartonner. Et tu as intérêt à... Toi, tu as quelque chose qui est le problème numéro 1 des entrepreneurs. Alors, j'ai lu 2 études, attention, qui sont toutes aussi sérieuses les unes que les autres. On mettra un lien dans la description du podcast, Wikipédia, tu sais... citation de l'article. Je vous la donnerai. Je l'ai dans un cahier à côté. Je vous la donnerai. Elle dit, il y en a une, c'est la Rolls-Royce des sondages américains. Elle dit dedans, le problème numéro 1 des entrepreneurs au monde, c'est qu'ils sont débordés. De manière générale. J'ai lu une autre étude qui est tout aussi sérieuse et qui dit que le problème numéro 1 des entrepreneurs au monde, c'est de trouver des clients. Fais ton choix de laquelle des deux a raison ou de comment était posée la question. Mais en tout cas, on voit bien que si ton temps est la chose la plus précieuse que tu as au monde, on en a parlé beaucoup dans ce podcast aujourd'hui, et ça reste un combat. Et je suis sûr que je peux me décupler, que je peux encore être plus efficace, etc. Et que mon chiffre d'affaires... Alors, on parle d'argent, on est sur un podcast de marketing et c'est normal. Hein. Mais je pense que si je pouvais me décupler, si je pouvais arriver à trouver toutes les bonnes personnes, le chiffre d'affaires, il augmente d'autant plus, tu vois. Plus tes frais dans ta tête. Tu parlais de quelque chose qui était génial. Tu parlais de ne jamais décharger la mémoire vive dans le cerveau de ton problème. Plus tu peux rester dispo pour ça et concentré pour ça. Et dans les plus grands entrepreneurs que j'admire, c'est cette capacité. Ils peuvent être à la piscine, etc., et absolument rien foutre. Et en même temps, avoir toute l'équipe derrière qui bosse et qui est au top, etc., au taquet. Et ils savent qu'ils ont réussi à déléguer, que ça bouge, etc. Et je pense que c'est le conseil numéro 1 des entrepreneurs, c'est délègue. Et si jamais tu hésites et que tu dis « ouais, mais je mérite pas, j'ai pas assez d'argent, etc. », regarde un peu les prix. Tu peux avoir pour 10 € de l'heure des super prestataires qui vont te faire une tonne de travail à ta place. Et je peux te poser une question sur les podcasts après ? Vas-y. J'ai lu hier que le marché des podcasts américains était en pleine explosion et que ça représentait quelque chose comme 800 millions d'euros en 2017. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je sais pas si c'est vrai, mais le marché du podcast est en pleine explosion depuis au moins 3-4 ans. T'as entendu parler d'un podcast qui s'appelle Serial ? Non.
Donc c'est très très intéressant, Cyril. En gros, si tu veux, le marché du podcast, au départ, c'était vraiment un truc un peu confidentiel. Tu vois, c'est un peu le truc de geek. Moi, quand j'ai commencé à écouter du podcast, j'écoutais des podcasts sur le jeu vidéo et des trucs d'internet. Tu vois, c'était un truc de geek parce que il fallait le télécharger, le transférer sur ton MP3 et tout. Tu vois, donc il y avait une barrière technique assez claire. Et en fait, bon, ça d'abord, iPhone est arrivé et en fait, avec l'iPhone, tu pouvais directement depuis iTunes télécharger sur ton podcast ou le streamer. Donc du coup, la barrière technologique a sauté. Maintenant, le problème, c'est que tu sais, c'est un peu comme quand ils vendent une console, par exemple, une console de jeu. Ils ont ce concept de killer app. La killer app, c'est le truc qui va faire que tu vas switcher sur le système, tu vois. Et en fait, le fait que la technologie soit possible, c'est pareil pour la réalité virtuelle actuellement. Il faut qu'il y ait vraiment le truc qui va faire qu'il faut absolument que tu l'essayes, tu vois. Et en fait, il y a eu une killer app sur le podcast aux États-Unis qui s'appelle Serial, qui était un podcast. C'est l'histoire d'un gars et qui s'est fait condamner aux États-Unis à prison à vie. C'était un lycéen de 17 ans. Il s'est fait condamner en prison à vie parce que sa copine s'était fait tuer, étrangler et enterrer dans un parc. Et lui, il avait été condamné pour ça. Mais il y avait des questions sur est-ce qu'il l'avait fait ou pas. En fait, c'est un peu comme Making a Murderer sur Netflix, mais c'était avant et c'était un podcast. Et donc, ils ont fait ce podcast. C'est les maîtres du genre, du podcast américain. Ça s'appelle This American Life. Ils font un podcast. This American Life, c'est une émission de radio qui a 20 ans. Et ils font du reporting avec du storytelling, de la musique. C'est incroyable. Et donc une personne qui bossait à cette truc-là s'est passé, au lieu de faire en fait un segment sur l'émission de 45 minutes, a fait une émission peut-être de 10 épisodes ou 12 épisodes avec une ambiance incroyable, la musique, elle rentre dans la ville, elle parle à toutes les personnes de l'époque, elle essaie de traverser ses doutes en temps réel avec toi, c'est super bien monté, super bien recherché, il y a des cliffhangers, des retournements de situation, etc. Donc un truc génial, et ça devient énorme. Ça devient énorme, des millions et des millions et des millions d'écoutes aux États-Unis. Elle est invitée sur le plateau, genre de Jimmy Fallon, tu vois, sur tous les gros talk-shows américains. Inédit, tu vois, un podcasteur qui arrive là, tu vois, ça avait toujours été un truc un peu confidentiel, un peu technologique et un peu huppé, etc. D'un coup, ça devient un truc mainstream et ça ouvre les vannes du podcast à tout un public qui ne l'aurait pas écouté, notamment parce que le public du true crime, c'est aussi un public qui est assez féminin, tu vois, c'est un public qui va pas mal lire de romans, mais il y a aussi pas mal d'émissions de télé. Donc en gros, ça fait amener énormément de gens. Et maintenant aux États-Unis, il y a vraiment des podcasts surtout. Il y a une boîte qui a été lancée également par un ancien This American Life qui s'appelle Gimlet, qui a fait plein de podcasts sur plein de sujets différents, histoire, etc. Donc il y a vraiment un truc. Et donc le marché c'est vraiment envolé. Et en fait, le deuxième, donc ça c'est au niveau de l'audience. Le deuxième paramètre intéressant là-dessus, c'est que les CPM, donc en fait l'argent que tu gagnes pour passer de la pub sur ton podcast est très très élevé aux États-Unis, très élevé. C'est de quel ordre? Donc pour donner une idée aux gens, c'est en fait sur YouTube, pour donner une baseline sur YouTube, le chiffre, bon ça varie selon les chaînes, mais le chiffre qu'on utilise c'est $2 par 1000 écoutes, tu vois. Donc la baseline sur YouTube. Sur le podcast, les podcasts prestigieux, etc., peuvent monter parfois à $35 pour 1000 écoutes pour un sponsor, tu vois. Et tout d'un coup, donc c'est dû à deux choses. D'abord, en général, c'est dû au fait que la personne qui enregistre le podcast va faire lui-même le spot de pub directement, comme le fait par exemple Tim Ferriss, donc il va le faire directement à l'antenne. Ça, la confiance avec un podcasteur est énorme, et donc les gens passent énormément à l'action en fait. Et tu verras que les principaux sponsors de podcasts aux États-Unis, il y en a pas tant que ça. Il y a une poignée d'entreprises qui sponsorisent tous les podcasts, des podcasts américains. C'est Squarespace, une boîte qui fait des sites. C'est Audible, la filiale d'Amazon qui fait des audiobooks. C'est assez logique par rapport à un podcast. C'est les matelas et c'est les trucs de bouffe, les livraisons de nourriture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des services qui sont assez chers, donc qui ont une forte valeur par client et aussi qui sont mesurables. Tu vois, donc en fait, c'est de la réponse directe. C'est rarement Danone qui fait une pub pour du yaourt. Tu vois, c'est un truc où tu vas vraiment aller sur le site directement avec leur lien ou alors avec leur code promo et acheter directement. Et en fait, la raison pour laquelle les CPM sont aussi élevés sur le podcast, c'est parce que la réponse est extrêmement, en fait, en termes de canal marketing, c'est extrêmement puissant. Et donc, les gens vont vraiment prendre action derrière. Et donc, les sponsors sont du coup prêts à payer cher pour être sur ces podcasts, en fait. Et donc, la combinaison de cette audience qui s'est largement démocratisée et d'un canal marketing qui est extrêmement efficace avec des sponsors qui sont très partisans, voilà, a fait que et des gens comme
comme Tim Ferriss, par exemple, qui a un podcast énorme en termes d'audience, et en plus, il a une force de recommandation très puissante. Je pense que sur un épisode qui sort, ça doit être des centaines de milliers de dollars de revenus de pub par épisode, tu vois. Je pense, ouais. Les chiffres que j'avais vus, même sur un podcast comme H2H3, qui est un podcast, il doit faire 1 million d'écoutes par épisode, un peu humour, etc. Les chiffres que j'avais vus chez eux, c'était estimé à 100 000 dollars par épisode, tu vois, de revenus. Donc, c'est un marché qui a explosé et qui est énorme. Et il y a vraiment maintenant des sous dessus. Il y a vraiment maintenant des boîtes. Donc, Gimlet, la boîte dont je parlais tout à l'heure, ils ont levé de l'argent, tu vois. Normalement, tu lèves pas de l'argent pour un truc comme ça, mais ils ont levé de l'argent auprès d'investisseurs parce que l'opportunité était tellement énorme et parce que le mec était la perle incroyable. Et voilà, un mec qui a 20 ans d'expérience dans la radio, qui a lancé une émission de radio qui s'appelle Planet Money, qui est cartonnée. Le mec, il a l'expérience parfaite, il arrive au bon moment sur le truc, il a monté. Et donc, voilà, il y a vraiment un truc qui se passe. En France, on a les prémices de ce truc qui se passe. Il y a maintenant des boîtes de podcasts qui se sont lancées. Et les audiences, par ailleurs, montent. Moi, je vois que sur Marketing Mania, les audiences montent, même quand je publie pas d'épisodes, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent des podcasts. Donc, ça se démocratise. C'est intéressant. Donc, tu penses qu'on est au début de quelque chose et qui va arriver derrière au maximum? Ouais, je pense. Moi, en fait, ça fait 5 ans que moi, je pense ça. C'est pour ça que j'avais lancé plus ou moins le premier podcast sur la séduction. Et je dis plus ou moins parce qu'il y avait quelques émissions qui existaient sur iTunes, mais en fait j'ai fait le premier podcast, la première émission, tu vois, qui était là toutes les semaines, et le premier podcast, c'est moi qui l'ai fait, ça s'appelle Séduction Academy, parce que j'étais convaincu que le podcast ça allait exploser, etc. Et ça marchait bien le podcast. Et d'ailleurs il continue aujourd'hui à avoir des écoutes parce que le truc monte. Mais tu vois, mes podcasts comme Nomad Digital, Marketing Mania, tu vois au fil du temps que les audiences continuent à grossir, même si je suis pas le plus actif dans la promotion de l'émission, parce que organiquement, la base d'auditeurs de podcasts se développe. Il y a des chiffres qui existent, il faudrait chercher, mais sur Internet, tu les trouves. C'est le nombre de personnes qui ont écouté un podcast dans les 12 derniers mois, par exemple, tu vois. Et c'est un truc qui se développe au fil du temps. Et un truc que tu découvres, et ça, c'est extrêmement intéressant pour les gens niveau business, c'est que, en fait, il y a une grande différence entre les gens qui écoutent des podcasts et les gens qui écoutent pas de podcasts. Soit t'écoutes pas. Et beaucoup de gens s'écoutent pas, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, etc. Mais à partir du moment où tu bascules, où t'as un truc qui te fait basculer, où tu commences à écouter un podcast, où d'un coup tu découvres que t'as plein de temps dans ta journée où t'as rien à faire. Donc, tu es dans les transports, tu fais la vaisselle, tu repasses, tu vas faire des courses, etc. Et d'un coup, mais dans tout ce temps-là, je pourrais me former, je pourrais me divertir, je pourrais apprendre des trucs. Et d'un coup, le podcast que tu viens de découvrir, qui publie une fois par semaine un épisode de 45 minutes, bah, ça te suffit pas. Parce que moi, je consomme 2 heures de podcast presque par jour. Ça dépend, mais je peux consommer bien 1h30 de podcast par jour. Et pourtant, j'ai pas de temps de transport. Donc, c'est de dire que, tu vois, il y a un marché potentiel d'écoute qui est là. Et en fait, du coup, c'est pour ça que l'effet serial est aussi fort. Parce que la personne écoute 12 épisodes d'1 heure, tu vois. Mais assez rapidement, au bout de 3 mois, t'as écouté l'émission et t'as fait le tour. Et du coup, ils vont chercher autre chose et ils vont écouter d'autres podcasts dans d'autres domaines. Donc, en fait, il suffit que les gens s'intéressent à un podcast et commencent à écouter un podcast quelque part. Et s'ils sont intéressés, dans mon cas, par le marketing, ils vont dire, tiens, j'aime bien ce podcast qui parle d'histoire, c'est vachement intéressant. Je demande s'il y a un podcast sur le marketing, un truc qui m'intéresse, tu vois. Et donc, en fait, tu vas piocher un peu dans tous tes centres d'intérêt et tu vas élargir là-dessus. Donc, les chiffres montent globalement sur les audiences. Par contre, l'aspect qui n'est pas encore en France totalement développé, c'est l'aspect pub. Donc la monétisation encore sur un podcast en France, c'est pas quelque chose qui est encore très développé. C'était ma prochaine question, c'est est-ce que je peux, Stan, me payer une Ferrari grâce à un podcast? C'est ça la question. je pense que ouais, mais je pense qu'il faut le voir à une stratégie à l'échelle de 4-5 ans, tu vois. Ouais. Le temps, non, mais je pense qu'il y aura, comme aujourd'hui, il y a des youtubeurs, tu vois, qui font des sommes énormes sur YouTube parce que c'est un truc qui est installé. Je pense que sur YouTube, sur podcast, on n'est pas encore à cette maturité, mais sur une échelle de 4-5 ans. En fait, parce que d'abord, le podcast, à part Serial, mais qui est un outlier, il n'y a pas une viralité qui est hallucinante. Ça reste le podcast, comment est-ce que les gens le découvrent? Ils peuvent le découvrir sur iTunes, mais ça reste beaucoup de bouche-oreille. Les gens aiment un podcast, ils l'écoutent, ils sont attachés, ils en parlent aux gens. Donc, le bouche-oreille, il y a un truc plus lent parce que c'est une personne qui l'écoute et 3 mois après, il en parle à une autre personne. Tu vois, c'est pas la viralité que tu peux avoir sur YouTube. Donc, ça peut prendre du temps de monter un podcast et il faut de la régularité et repasser. Mais par contre, les gens se fidélisent beaucoup et donc les gens reviennent. Mais tu fais un truc comme ça et sur une échelle de 3 à 4 ans, tu montes une audience et là, au niveau de la pub, quand la pub va arriver en France, hein, la France c'est un grand marché, hein, c'est en retard, mais tu vois les choses qui arrivent.
Donc ça arrivera. Donc ça, c'est pour faire du mainstream, tu vois. Si tu veux faire un truc à la Joe Rogan, donc Joe Rogan, c'est typiquement son histoire. Au départ, il faisait un podcast pour interviewer ses potes et parler des différentes drogues qu'ils ont essayées, de l'espace, de la politique, de tout ce que tu veux. Et les mecs déliraient à fond pendant 3 heures. Ils mettaient ça en ligne. Il a monté une audience et maintenant, c'est un business énorme parce qu'ils vendent de la pub dessus, tu vois. Il a monté une audience. Par contre, si tu veux faire un podcast dans le cadre, ce que moi j'ai toujours fait, dans le cadre d'un canal marketing, tu vois, parce que le podcast a son rôle à jouer. Tu vois, moi, je fais du YouTube, ça me fait toucher beaucoup de monde. Je fais de l'email, ça me permet de vendre. Le podcast, dans ce triangle-là, c'est la fidélisation. C'est le fait que les gens, là, on a fait un épisode, ça va durer plus d'1 heure, quoi. Les gens m'ont entendu pendant plus d'1 heure discuter avec toi et partager mes histoires de délégation. Ils t'ont entendu, toi, partager voilà, tes challenges, tes défis, ton parcours, ce que tu as appris. Tu vois. Et donc là, le podcast, en termes de fidélisation, joue beaucoup. Donc même si, en fait, ton podcast va quand même faire beaucoup moins d'écoute qu'une vidéo YouTube, les gens qui vont écouter le podcast vont être vachement fidélisés. Et dans ton tunnel marketing, c'est un rôle, en fait, un peu au milieu du tunnel. Tu vois, quand les gens t'ont déjà découvert quelque part, dans un truc très viral, soit du SEO, soit du YouTube, avant qu'ils achètent un truc, probablement par email, ils vont acheter par email. Entre les deux, le podcast a un rôle pour permettre aux gens de passer du temps avec toi, leur apporter de la valeur, dévoiler un peu d'autres aspects de ta personnalité. Tu vois. Et dans ce cas, dans cette stratégie, tu n'as même pas besoin d'attendre d'avoir des centaines de milliers d'écoutes et que Squarespace se mette à sponsoriser en France et que tu puisses vendre des matelas sur ton podcast, tu vois. Tu peux même juste fidéliser les gens, approfondir, etc. Et tes appels à l'action vont pas cartonner, tu vois, t'auras pas des chiffres énormes, mais les gens sont là, les gens écoutent pendant longtemps. Et moi, je sais parce que je vois bien les gens qui m'envoient un email après avoir acheté un produit. Et très, très souvent, ils disent « J'adore Nomade Digital » ou « J'adore Marketing Mania, j'ai écouté tous les épisodes ». Et ils ont presque toujours écouté le podcast. Parce que c'est là où ils ont aussi appris à me connaître. Dans une vidéo YouTube, tu vois, j'apporte vraiment de la valeur, mais je suis vraiment très focus sur mon truc. Et c'est pas le même format. Et t'apportes un truc différent. Et en termes de marketing, il y a aussi un aspect. Tu vois, il y a l'aspect pub et puis il y a l'aspect aussi dans le cadre d'un tunnel de conversion. C'est intéressant. Il faut que je te raconte une histoire. La semaine dernière, l'histoire est vraie. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines de ça, j'étais dans une soirée entrepreneur. Et on se met devant pour fumer ou boire un verre. Et on voit une voiture qui passe, qui écoute Cypress Hill à fond. On voit une deuxième voiture qui passe et qui écoute un autre rappeur, Booba, qui écoute Booba à fond. Et on voit une voiture et on reconnaît pas le rappeur. Qu'est-ce qui parle à fond dans cette voiture? Le mec s'arrête, c'est un entrepreneur qui écoutait ton podcast en voiture. il baisse la vitre. T'étais à fond, mec. T'étais à 120 décibels. On lui fait, c'est qui ce rappeur? Il fait, c'est Stan Leloup, les mecs. Tu vois, le bouche à oreille, c'est bien, mais le voiture à oreille, ça me rend 10 fois mieux d'ailleurs. Ah, c'est hallucinant, ouais, c'est drôle. Je t'enverrai son nom après. En tout cas, les grands fans, ils t'écoutent super fort. Il se reconnaîtra dans sa voix. Je pense qu'il D'ailleurs, plus t'écoutes fort, plus t'es fan. Il écoute tout. Il se reconnaîtra dans cet épisode, je pense. Il rigolera aussi. Ouais, c'est drôle. Écoute, Antoine, je veux pas trop prendre plus de ton temps. En fait, j'avais plein d'autres questions que je voulais te poser sur Je récupère mon ex, marketing, etc. Mais ça, on en parlera une autre fois si t'es chaud pour revenir un de ces jours. Comment ça marche? Les gens viennent une fois dans toute leur vie ou est-ce que c'est comme Web Entrepreneur Day? Non. Maintenant, je les fais revenir. C'est un de mes meilleurs concepts qu'on a eu dernièrement. C'est qu'en fait, je fais revenir les gens qui sont déjà venus et je vois un peu comment ils ont progressé, tu vois. Parce que comme ça, dans le premier épisode, j'ai posé les bases, tu vois. C'est un peu le premier épisode de la série. Il faut introduire tous les personnages, voilà. Mais après, tu peux t'éclater, tu peux faire autre chose, tu peux aller dans d'autres directions. Et je fais, tiens, si vous voulez comprendre qui est ce mec avec qui je suis en train de parler, voilà, on va parler comme Joe Rogan, tu vois, d'espace, de drogue, de bagnole. Vous savez, je dirais, allez réécouter l'épisode que j'avais fait avec Antoine. Là, à la fin, il reste que les vrais fans tout à la fin du podcast. Alors, je m'adresse aux vrais fans. Si vous voulez que je revienne à un certain moment, pas tout de suite. Je sais pas, si vous voulez que je revienne un jour, n'hésitez pas. Je sais pas si. Alors, faut mettre une bonne étoile, pas un like, pas un pouce. Faut mettre une étoile, faut mettre 5 étoiles, mettre un petit commentaire, mettre coucou, merci, vous m'avez fait rigoler. Et je serai avec grand plaisir. C'était un immense honneur d'être présent. J'en ai parlé à des marketeurs que tu connais juste avant. Ils m'ont fait waouh, la classe! T'as la classe, mec, tu vas chez Stan. Je suis très fier. Alors, avant de terminer, j'ai juste une petite tradition. J'ai 3 petites questions que je voulais te poser en fin de podcast. La première question,
Est-ce que tu as un livre que tu recommandes souvent? J'ai lu un livre génial, s'il n'a pas été cité déjà, il y a 2 mois, qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre, qui dézingue un peu le dev perso. Mark Manson. Tu l'as lu, tu l'as aimé? Non. Ouais, je te laisse présenter parce qu'après, j'ai une anecdote là-dessus. Il dézingue un peu le dev perso et vous savez, si vous êtes entrepreneur, si vous écoutez Stan, on est souvent bercé par des tonnes de gens qui vous disent vous allez réussir, vous êtes les meilleurs, etc. Et on a tendance à se mettre une pression dingue. Et ce livre est tellement bien tourné, il est drôle, il est fin, il est malin et il dézingue un peu le tout. Je dis ça comme ça. Même moi, j'irais pas le lire en écoutant ce que je suis en train de dire là, mais je vous promets que le livre est génial. Il a été, voilà, je dis une dernière phrase, il a été numéro 1, best-seller numéro 1 à Manhattan l'an passé pendant quelques mois. Rien que pour ça, il faut le lire, même sans écouter mes conseils. Donc ouais, pour dire best-seller numéro 1, c'est le livre non-fiction best-seller de l'année 2017 aux États-Unis. Ouais. Le plus vendu sur Amazon de l'année. En fait, parce que Mark Manson, en fait, c'est un mec, il a commencé à l'origine dans la séduction. Comme toi. Donc là, on a une filiation avec lui. Il avait un site qui s'appelait à l'époque Practical Pickup. Et donc moi, je lisais son blog. Depuis très longtemps. Et en fait, ma première idée de business, c'est qu'il avait écrit un e-book qui s'appelait Models. Et ma toute première idée de business, c'est que je lui ai envoyé un email pour lui dire je vais traduire ton bouquin en français. Et il t'a dit non merci. Et le mec m'a répondu. Il m'a dit bah tiens ouais, j'ai déjà quelqu'un qui le fait et tout. Bah t'as une audience, comment tu vas faire pour le vendre? J'avais rien, j'avais jamais fait un site de ma vie, j'avais rien, tu vois. Je me dis bah tiens, je vais le traduire. Et après j'ai réfléchi, je me dis ouais c'est vrai, en fait je vais avoir un PDF traduit en français, je vais en faire quoi? Donc c'est comme ça que j'ai commencé à monter mon premier site, ma première audience. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai continué. Pour moi ce mec. Il m'a répondu. Ouais. Il m'a répondu. Et en fait du coup après il avait engagé du monde. Et donc j'avais fait une vidéo pour postuler à son poste, pour déménager, à habiter avec lui en Colombie, à Medellín. J'avais fait une vidéo, tout ça. Donc j'étais un méga fan de Mark Manson depuis très très longtemps. Wow. Et voilà, c'était un truc. J'étais halluciné de voir un mec que je suivais, qui était à l'origine un blogueur quand même assez confidentiel dans la séduction, mais qui avait des excellentes idées. En fait, prendre ces idées qu'il avait développées dans la séduction, les élargir au développement personnel et écrire le best-seller de l'année. Voilà. C'était assez fou et c'était un vrai kiff de voir ce mec-là, tu vois, parce que ce mec ultra talentueux, Il vraiment est jeune en plus, hein. Monté de 10 crans, tu vois. Il est jeune, ouais. Il a 31, je pense, 32. Ouais. Voilà, assez impressionnant. Deuxième petite question que j'avais pour toi. Quel conseil est-ce que tu donnerais à ton toi-même de 20 ans si tu pouvais revenir dans le temps et puis te donner un petit conseil? J'ai été très frileux dans toute ma carrière. Je te dis ce que j'explique ce que je me dirais. Laisse-moi juste 30 secondes. J'ai été très frileux. J'ai toujours pris des décisions très raisonnées. J'ai toujours hésité. J'ai jamais trop employé des gens trop vite parce que j'avais peur que ça retombe derrière. J'ai toujours mis un peu de côté pour moi plutôt que pour mon business, etc. Et si je me parlais il y a 20 ans, je me dirais mec, dans l'eau, t'as eu des idées de merde, mais t'as quand même eu quelques bonnes idées. Vas-y, fonce. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur que ton business s'arrête demain. Arrête d'avoir peur que si jamais t'as un client... Tu sais, dans YouTube, je sais pas si t'as ça des fois. Tu fais une vidéo et t'as 30 commentaires qui sont élogieux et t'en as un qui est mauvais. Et ton cerveau va se concentrer, non pas sur les 30 qui sont bons, mais juste sur le mauvais. Parce que l'être humain est comme ça. Il a tendance à toujours voir tes propres faiblesses et tes propres défauts plutôt que de voir tes qualités. Et je me dirais, Antoine, vois tes qualités, arrête de regarder tes défauts et arrête d'avoir peur, fonce. Cool. C'est peut-être un truc aussi, moi j'ai besoin d'entendre ça. Moi aussi, je partage cette idée de que tout va s'écrouler. Donc, je suis toujours assez prudent, on va dire, en particulier sur les aspects financiers. Tu vois, vraiment s'assurer qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où on sera à court. Tu vois, vraiment avoir une marge. Voilà. Ma dernière petite question pour toi, Antoine, c'est est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? C'est celle que j'ai. C'est le seul post-it. Donc, il me montre un post-it. Focus sur ton prochain gros domino. Ouais. Arrête, ça fait 1 mois que je l'ai celui-là et c'est rare que des citations restent aussi longtemps sur mon... En général, je les dégage et j'en mets des autres qui m'inspirent. Focus sur ton prochain gros domino. Dégage, c'est pour moi, hein, c'est en gros, c'est dégage tout le reste. Focus sur une seule chose. Et des fois, je suis en train de faire... Tu sais, l'esprit humain, il est comme ça. Hein. Tu fais de la merde, tu réponds à des emails qui n'ont aucun sens, etc. Des gens qui te proposent des machins. Et je regarde cette citation et je me dis, vas-y, on refocus, on s'en met sur le machin. Parce que mon cerveau...
il est fait pour partir dans tous les sens et il faut que je focus. Enzo Honoré, il a kiffé aussi. Il part aussi un peu dans tous les sens. Enzo Honoré, alors les gens peuvent écouter le podcast que j'ai fait avec lui parce que lui, il a besoin de. Je pense que ce truc, il faut qu'il se le tatoue. C'est plus un post-it. Sur le bras, exactement, ouais. Au-dessus des fesses. Merci. Sur ce, Antoine. Merci d'avoir été là. C'était un vrai plaisir. Je pense que ça a apporté beaucoup de valeur aux gens. Et c'est clair qu'on refera ça. On fera un deuxième round et je rentrerai dans mes questions pointues de marketing et d'optimisation plus tard avec toi. Merci vraiment d'avoir été là. C'était un pur plaisir. Et puis, merci d'avoir pris le temps. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ah, les amis, j'ai fait une grosse erreur dans ce podcast. J'ai fait une grosse faute de comportement. Pour un podcasteur, c'est que j'ai oublié de demander à Antoine où est-ce que vous pouvez le retrouver. Donc, je vous donne les liens directement moi-même. Je répare mon erreur. Il y a 2 endroits où vous pouvez retrouver Antoine. Vous pouvez le retrouver sur son site, je récupère monex.com, bien sûr, pour voir son site principal. Il a aussi un site sur lequel il donne des conseils de marketing, très intéressants, notamment sur les aspects pub Facebook. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à tout ça en allant sur antoinepétavin.com. Les 2 liens sont bien sûr dans la description de l'épisode et puis dans l'article sur le site. Ceci étant fait, je vais vous parler un petit peu de mes propres offres et de 2 choses qui peuvent vous intéresser après avoir écouté ce podcast. La première chose, c'est qu'on a beaucoup parlé avec Antoine de productivité et de concentration. Ceux qui connaissent un petit peu mon travail savent aussi que c'est un de mes grands chevaux de bataille, en particulier pour les gens qui démarrent. Je pense que vous essayez de faire trop de choses et vous n'êtes pas assez stratégique dans votre planification. Pour répondre à ce problème-là, j'ai créé une formation vidéo qui est totalement gratuite, qui s'appelle « Devenir un entrepreneur productif », qui parle de priorisation, mais aussi de psychologie. Comment rester motivé pour travailler sur les bonnes tâches au quotidien, même quand les résultats se font attendre, et comment démonter une bonne fois pour toutes la procrastination. Cette petite formation vidéo gratuite se trouve à l'adresse marketingmania.fr/productif. Je vous mettrai également un lien pour ça dans la description du podcast. Deuxième petite chose, c'est que si vous avez aimé mon analyse sur le monde du podcast américain, j'ai toute une formation également par email qui est aussi gratuite, qui parle de comment vous créer une audience. Ça parle de comment créer du contenu, comment se positionner, comment trouver vos premiers abonnés et comment passer de votre première audience à pouvoir commencer à faire des ventes. Tout ça, encore une fois, c'est une petite formation par email de 7 jours qui est gratuite, que vous pouvez retrouver en vous rendant à l'adresse marketingmania.fr/audience. Donc je résume, pour la formation sur la productivité, c'est marketingmania.fr/productif. Pour la formation sur l'audience, c'est marketingmania.fr/audience. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous promets de revenir vers vous plus rapidement et vous n'aurez pas besoin d'attendre 6 mois pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania. Merci de votre fidélité et à très bientôt.